7 juin 2023, on se retrouve enfin pour une nouvelle mise à jour sur l'actualité en Ukraine. Bon, alors là, il y a une très lourde actualité. Alors, si on s'est pas vu depuis un certain temps, c'est pour des raisons techniques. J'ai eu des problèmes de connexion avec mon serveur. Rien de, il y a pas de, n'y voyez pas de censure là-dedans, c'est quelque chose de technique. Tout le secteur où j'habite a été privé de fibre et d'internet pendant 15 jours quasiment. J'ai donc été, c'était très compliqué pour moi de faire des vidéos dans ce contexte, donc c'était pas possible. Alors en plus, YouTube m'a mis un peu au placard pendant une semaine pour une vieille vidéo dont je vous avais déjà parlé précédemment. Bon, là c'est plus un problème de censure par contre. Ouais, voilà, et du coup, bah, me revoilà en pleine forme. Voilà, une lourde actualité, le barrage de Novaya Karovka qui a été donc partiellement détruit. Alors bon, partiellement, puisque ce n'est que la partie supérieure de l'édifice qui a été endommagée, toutes les fondations sont encore intactes, ce qui fait que l'écoulement de l'eau, même si il est catastrophique, il ne provoquera pas une catastrophe majeure, même si faut pas la minimiser, hein, voilà. En tout cas, aujourd'hui, donc le 7, le maire donc russe de la ville de Novaya Karovka, à côté du barrage, a déclaré que le barrage était quand même gravement endommagé et qu'il faudrait le reconstruire entièrement, à partir de rien. Donc bon, à suivre. En tout cas, évidemment, la question que tout le monde se pose, qui a fait le coup, hein? Qui est responsable? Bah, c'est difficile, on peut pas affirmer avec des certitudes. On peut juste essayer de trouver à qui profiterait le plus cette histoire et, euh, et qui est le plus susceptible de l'avoir fait. Si quelqu'un l'a fait, à la limite, c'est peut-être arrivé tout seul, mais pas sans raison quand même, hein. Bon, alors d'abord, les Russes peuvent légitimement affirmer qu'ils n'y sont pour rien, vu que déjà le barrage est sous leur contrôle. Donc alors, on va attendre sur LCU, dans les médias français, dans les médias occidentaux, on va entendre, bah oui, c'est les Russes, puisque évidemment, et puis bien sûr le gouvernement Zelensky, hein, qui va bien sûr dire, qui a déjà dit cela, ah, et bien sûr, c'est les Russes qui contrôlent le barrage, donc c'est eux qui l'ont miné, donc c'est eux qui l'ont détruit. Bon, c'est l'habituelle rhétorique hein, des médias occidentaux et du gouvernement Zelensky. Mais la réalité, c'est que si ce sont les Russes qui contrôlent le barrage, moi je ne suis pas spécialiste en barrage, mais s'ils voulaient inonder donc la zone en aval du barrage, vous n'avez pas besoin de le détruire, il suffit d'ouvrir les vannes. Puisqu'en fait, si le barrage a débordé, c'est parce que des vannes ont été détruites. Bah, il suffit de les ouvrir, les vannes. Pour les Russes, ça ne servait à rien de détruire le barrage. Donc bon, déjà, première illogisme total dans cet argument. Bon, entre autres, puisque les Russes ont prétendu déjà depuis 2022, depuis août 2022, les Russes préviennent que les Ukrainiens ont bombardé le barrage continuellement, depuis août de l'an dernier. Donc ils ont bombardé avec des HIMARS, avec différentes pièces d'artillerie, le barrage en permanence, ainsi que le pont routier et le pont ferroviaire qui sont proches pour essayer de couper, l'accès des Russes de l'autre côté du Dniepr. Donc ça depuis donc des mois, hein, depuis le mois d'août dernier, donc plus de 6 mois, enfin même 10 mois. Donc ça, les Russes l'ont dit, et c'est sourcé, l'ont répété, et on a aussi des images. D'ailleurs, certaines images d'explosions
qui nous ont été présentés comme datant donc de la nuit de lundi à mardi, où le barrage a cédé, n'était pas du tout de la bonne date, elle datait de bien avant, de justement ces frappes ukrainiennes, donc c'était des fakes, hein, pour beaucoup. Alors que s'est-il passé? Bon, bah, justement, puisque ce barrage a été bombardé continuellement au moins depuis août 2022, il est fort possible que sa structure a été fortement affaiblie, la structure supérieure du barrage a été fortement affaiblie par les différents obus qui l'ont touché, les différents tirs, et que, étant donné que le niveau d'eau dans la retenue d'eau du barrage était particulièrement haute, et ceci est prouvé par un graphique produit par le CNES en France, donc par un service satellite du CNES, hein, français, qui étudie les niveaux de différentes retenues d'eau ou lacs, etc., de par le monde, dont celui-là, celui de Novaya Karovka. Et donc ce graphique montre que quelques temps avant donc, que le barrage ne cède, les Ukrainiens ont fait monter le niveau d'eau, puisque c'est les Ukrainiens qui sont en amont du barrage, qui détiennent les autres barrages sur le Dniepr, qui ont donc relâché de l'eau en grande quantité sur la retenue d'eau de Novaya Karovka, et donc le niveau est monté, jusqu'à être au plus haut depuis 8 ans. Juste avant qu'il ne cède. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait monter le niveau d'eau, donc la charge sur le barrage, qui est affaibli par des tirs permanents depuis donc août 2022 au mieux, est-ce que la conjonction de ces deux faits n'a pas fait céder le barrage tout seul, hein, sans que quelqu'un ait besoin de le détruire, de le miner ou d'envoyer une charge explosive dessus? Ça fait partie des possibilités, et on ne peut pas l'exclure. À ce moment-là, alors évidemment, à ce moment-là, les pro-ukrainiens, les médias occidentaux vont nous dire, bah oui, mais c'est la responsabilité des Russes, c'est eux qui étaient responsables du barrage et de son entretien, donc s'il a cédé, même tout seul, sans arrêter, c'est la faute des Russes. Enfin bon, c'est quand même les Ukrainiens qui ont rempli le réservoir d'eau à un niveau qui n'avait jamais été atteint depuis 8 ans, et qui en plus ont tiré pendant des mois et des mois sur l'édifice, donc de façon à l'affaiblir. Donc la responsabilité, on peut pas dire qu'elle est pour le moins partagée dans ce cas-là. En tout cas, tout ça ne sont que des suppositions, hein. Évidemment, on ne sait pas qui l'a fait. Mais bon, si c'est les Russes, quel est leur intérêt? Quel serait leur intérêt, puisqu'ils ont construit pendant 6 mois depuis leur retrait de la rive ouest du Dniepr, de Kherson donc, leur retrait en bon ordre a été effectué, et puis ils ont commencé à construire des fortifications, des défenses de l'autre côté, donc sur la rive est qu'ils occupent. Et ces défenses et ces fortifications ont été totalement noyées par le déversement de l'eau du barrage. Donc en fait, ils ont travaillé pendant 6 mois pour fortifier la rive est du Dniepr, avant de eux-mêmes, si c'était eux qui l'avaient, avant de eux-mêmes noyer complètement tout leur travail. Et les soldats qui s'y trouvaient aussi, puisqu'on a des images en pagaille de soldats russes avec de l'eau jusqu'à la taille, voire jusqu'au cou, en train de se replier pour aller se mettre à pied sec plus loin du Dniepr. On a aussi les mêmes images d'ailleurs de l'autre côté, pour des images similaires du moins pour les Ukrainiens. Bien que, si on regarde les images, la rive ouest du Dniepr a été beaucoup moins inondée que la rive est, hein, pour des raisons géologiques. Enfin, beaucoup moins de zones à l'ouest, donc occupées par les Ukrainiens, du Dniepr, qui ont été noyées que à l'est, occupées par les Russes. Donc voilà, quel est l'intérêt d'aller de travailler pendant 6 mois pour construire des fortifications et de les noyer?
D'autant plus que ça fonctionnait très bien. La défense des Russes fonctionnait très bien. Les Ukrainiens, en multiples fois, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, tentaient de traverser, et envoyer des commandos qui ont traversé le Dniepr atterrir sur des îles, puisque bon, c'est très large, il y a des îlots un peu partout, et atterrir sur des îlots, les occuper, puis être rechassés et étaient systématiquement rechassés par les Russes. Ils ont même réussi une fois à conquérir une tête de pont du côté russe, mais ils n'ont pas réussi à la tenir. Les Russes ont réagi dans les 48 heures et les ont renvoyés avec certaines pertes de l'autre côté, du côté ouest. Donc en fait, euh, les Russes n'avaient pas besoin de noyer le Dniepr pour se protéger, ils avaient tout fortifié, et leurs fortifications et leurs troupes faisaient très bien le travail, et aucun Ukrainien n'avait pu passer vraiment sérieusement de l'autre côté du fleuve. Donc ça paraît totalement illogique. Alors, côté ukrainien, l'argument de Zelensky et donc de l'état-major ukrainien, c'est les, les Russes ont fait sauter le barrage pour noyer donc la région et empêcher donc la contre-attaque ukrainienne. Bon. Reste qu'elle n'était pas prévue à cet endroit-là. Elle était prévue sur le front de Zaporozhye, qui est un front à sec, hein. Il n'y a pas de grande rivière à traverser, un fleuve aussi large que le Dniepr à traverser, qui est quand même un obstacle énorme. Et que de toute façon, cet argument peut se retourner dans l'autre sens. Si effectivement, en noyant donc, cette zone, on empêche une traversée facile du Dniepr pour les Ukrainiens pour donc attaquer les Russes sur le côté est, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça empêche aussi les Russes d'attaquer côté ouest. Et on va voir que c'est important en même temps. Donc, argument ukrainien, franchement, moi je trouve pas très convaincant, hein. Alors, quel serait, dans l'autre sens, quel serait l'intérêt donc des Ukrainiens d'avoir fait cela? Alors, il faut savoir, on nous en parle peu, hein, mais la grande contre-offensive de printemps, été, automne, hiver, printemps, automne, on ne sait plus, bon, elle a été lancée en réalité. Du moins, une sorte de grande offensive a été lancée sur le front, donc, qui a été annoncé depuis des mois, le front de Zaporozhye, dimanche. Donc 48 heures, enfin dimanche matin, 48 heures, à peine, même pas, avant que ne soit détruit le barrage. Donc il s'est passé donc une bataille au niveau du saillant tactique de Vremerka. Donc c'est donc situé sur la ligne de front qui traverse l'oblast de Zaporizhzhia, donc à l'est, hein, de la zone du barrage, hein, bien à l'est. Et là, les Ukrainiens ont lancé une offensive sur une tête de pont russe, mais en terrain dégagé. Pour une fois, une bataille n'a pas eu lieu dans une zone urbaine comme à Mariupol, à Bakhmut, à Soledar, etc. Toutes ces batailles, donc bâtiment par bâtiment, de zone urbaine. Là, ce n'est pas ça, c'est une bataille en zone dégagée, un terrain agricole, voilà, et plat, dans l'ensemble assez plat. Donc ça lui donne une bataille donc beaucoup plus classique, on va dire, traditionnelle, militaire traditionnelle. Et là, ça s'est vraiment très mal passé pour les Ukrainiens, puisque dès le dimanche, ils ont perdu beaucoup de matériel. Les Russes en tout cas, parlent de 16 tanks ukrainiens détruits,
On ne sait pas exactement quel type de tank. Et, euh, et 3 AMX-10 français. Et là, on a les images. On a les vidéos où on peut voir, qui ont circulé, où on peut voir les AMX-10 français. Donc il y en aurait 3, au nombre de 3 qui auraient été détruits. Donc c'est chars légers à roues, hein, fournis par la France. Alors, les Russes affirment que plusieurs léopards, selon eux, 8 léopards auraient été détruits au cours de la bataille, sur les 2 jours, hein, dimanche et lundi. Bon, ben ça, on n'a pas les images, on ne peut pas vraiment le confirmer. Il y a des polémiques là-dessus, mais bon, les Russes l'affirment, mais on ne sait pas vraiment si c'est confirmé. Alors, les Russes annoncent que les Ukrainiens auraient eu près de 4000 pertes humaines, morts et blessés, hein, sans faire de, de différence. Mais enfin, en général, on sait que c'est 1 pour 3, donc faites le calcul, hein, un mort pour 3 blessés, hein, en général. Donc près de 4000 pertes. Et eux, on aurait subi, donc sur les 2 jours, hein, sur dimanche et lundi, et eux, on aurait eu 280, 281. Et dont, selon les Russes, 210 blessés et 71 morts parmi leurs troupes. Alors ça fait un ratio vraiment très déséquilibré, mais tout à fait crédible. On ne peut pas, évidemment, affirmer que ces chiffres sont réels, hein. Ce sont les chiffres fournis par les Russes. Donc voilà, on n'a pas du tout de chiffres par les Ukrainiens. Alors les Ukrainiens, comme par hasard, nous en parlent pas de cette offensive. À mon avis, c'est simple de comprendre, parce qu'elle a bien eu lieu, hein, ça c'est sûr. Mais ils n'en font pas du tout la promotion. Bon, à mon avis, c'est simple à comprendre, hein, c'est simplement parce qu'elle a échoué. Parce qu'ils ont lamentablement échoué. Et si elle avait réussi, s'ils avaient réussi à vraiment avancer, bon, alors, ils ont pris un petit village qui est dans la ligne de front, mais qui a été repris par les Russes, semble-t-il, assez rapidement. Enfin bon, c'est un échec complet. Ils n'ont quasiment rien repris dans cette offensive, et par contre ont subi de très lourdes pertes, hein. De toute façon, même si les chiffres russes valent ce qu'ils valent, on peut confirmer quand même que les pertes ukrainiennes ont été très lourdes, les images le montrent, etc. On dispose quand même de preuves. Donc ils ont eu des lourdes pertes et ils n'ont rien gagné. Donc évidemment, si ça avait été le contraire, s'ils avaient réussi à avancer de plusieurs kilomètres, par exemple, en territoire russe et à conquérir un territoire conséquent, et en repoussant les Russes, là, on peut être sûr que Zelensky, on nous aurait dit, ça y est, la grande offensive est lancée, vous voyez, regardez, les résultats sont là, envoyez-nous des armes, hein, merci. Voilà. Je fais pas l'imitation de Zelensky, mais c'est à peu près ça, hein. Mais comme ça a échoué, donc non, elle n'avait pas lancé la contre-offensive. Alors on a Poroshenko, l'ancien président, qui nous annonce qu'elle serait imminente dans quelques heures. Enfin, il nous annonçait ça avant-hier, hein. Donc, bon, pour l'instant, voilà. Donc, moi, c'est mon explication, hein. Les Ukrainiens ne nous parlent pas de cette avancée parce que elle n'a rien donné, parce que c'est un échec complet qui a coûté très cher, hein, en matériel. Alors, si les pertes en chars sont confirmées, donc 16 chars le premier jour, 28 le second, ça fait beaucoup, puisque les Occidentaux ont fourni, grosso modo, 300 chars aux Ukrainiens. Alors, des chars de type soviétique fournis par les Polonais ou les pays de l'Est, hein, et quelques léopards. Et donc, bon, je ne sais pas exactement quel type de chars ont été détruits. Bon, les Russes affirment qu'il y a quelques léopards dans le tas, mais la plupart sont des chars, des anciens chars, des T-62, de type soviétique, T-72. Donc bon, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, puisque sur 300, ça fait donc, vous faites le total, ça fait une grosse proportion, donc on peut être à peu près, on peut à peu près parier sur le fait que d'ici peu de temps, hein, nous aurons Zelensky ou son ministre de la Défense, etc., qui fera une petite tournée en Europe pour réclamer des chars. Ça c'est à peu près... J'ai peu de doutes là-dessus. Bon, alors,
est-ce que comment comment expliquer donc cette explosion donc du barrage ben, ça pourrait être aussi une façon justement de permettre de libérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça empêche peut-être les Ukrainiens de traverser le Dniepr pour attaquer les Russes, mais ça empêche aussi les Russes de traverser le Dniepr pour attaquer les Ukrainiens. Donc c'est match nul quelque part. Donc ça permettrait aux Ukrainiens donc de reprendre quelques troupes qui étaient donc du côté Kherson, quoi, de les ramener du côté Zaporizhia pour renforcer leurs troupes et leur grande offensive qui a subi des lourdes pertes, hein. Donc ça pourrait être une raison. Ça pourrait être au moins en tout cas une raison pour les Ukrainiens. Outre l'aspect communication, évidemment, les Ukrainiens accusent les Russes, font un esclandre à l'ONU, et puis bon, bah évidemment, tous les médias occidentaux, tous les gouvernements occidentaux qui soutiennent l'Ukraine reprennent en chœur, évidemment, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes, donc c'est bien pour la communication. Mais aussi, ça peut permettre donc de redéployer une partie des troupes ukrainiennes qui étaient donc sur la zone de Kherson, sur la zone de Zaporizhia, pour compenser les pertes, les lourdes pertes effectives qu'ils ont subies. Donc ça peut être aussi une raison. Et donc voilà. Alors il y a aussi un petit fait anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, c'est que justement, donc la veille de l'explosion donc du barrage, on a eu la visite à Kiev, une visite surprise, enfin en tout cas une visite secrète, hein, qui n'a pas du tout été commentée ni annoncée dans les médias, du ministre des Affaires étrangères britannique, qui est venu rencontrer les officiels ukrainiens à Kiev. Pourquoi faire? Mystère. Mystère. Mais enfin, ça pose question quand même. Ça pose question le timing, pour employer encore un anglicisme, hein, excusez-moi, les amis, le timing et quand même pose question, on peut se demander. Enfin voilà, moi ce que j'avais à dire à peu près sur cette affaire. Bon, pas d'affirmation, avec certitude, c'est les uns, c'est les autres. Moi il me semble quand même que ça paraît très peu probable que ce soit les Russes, parce que ça n'a pas de sens pour eux de faire ça. Ils se défendaient très bien, comme je l'ai déjà dit, ils se défendaient très bien, ils n'avaient pas besoin de noyer la région pour se défendre. Et puis bon, de toute façon, s'ils avaient voulu le faire, hein, ils n'avaient pas besoin de détruire le barrage pour s'attirer encore l'opprobre hein, de toute la classe médiatico-politique occidentale. Il suffisait d'ouvrir les vannes, hein. Et voilà, ça faisait le même effet. Enfin, bon, en tout cas, c'est ce qui me semble, hein. Comme une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste des barrages, mais enfin, j'essaye de faire marcher le bon sens et la logique, hein. C'est un peu comme pour Nord Stream, hein. Bon, voilà, Nord Stream aussi, on a dit que c'était les Russes. Bon, maintenant, le nouveau discours, ça serait les Ukrainiens. Il y a un article du Washington Post qui dirait Nord Stream a été détruit par les Ukrainiens. Bon, pour moi, euh, pour moi, c'est encore de l'enfumage, évidemment, c'est pour cacher que c'est les Américains en réalité. Donc bon, puisque la théorie de la destruction du gazoduc russe par les Russes eux-mêmes avait perdu une grande part de crédibilité, si elle n'en a jamais eu un soupçon, donc bon, bah, on accuse les Ukrainiens, voilà, on accuse les Ukrainiens sont bons pour tout, hein. Donc bon, voilà, donc les Russes c'est pareil, hein, si ça avait été eux qui avaient détruit le gazoduc Nord Stream, ça n'avait pas de sens de le détruire alors qu'il leur avait coûté beaucoup de travail et d'argent à construire, hein. Il suffisait de fermer les vannes, hein. Si c'était pour couper le gaz, ça n'avait pas de sens de le détruire, hein. C'est eux qui ont les vannes, hein. Donc voilà, et c'est pareil donc pour le barrage, c'est eux qui détenaient les vannes du barrage, il suffisait de les ouvrir dans l'autre sens, hein. Là il suffisait de les ouvrir pour noyer. Bon, alors, le détruire ne sert à rien donc dans ce truc-là. Alors peut-être qu'il a été détruit parce que la structure a été affaiblie, donc et a cédé, et que les Ukrainiens avaient fait remplir énormément le barrage. Alors il y a aussi l'aspect, parce que beaucoup disent, donc
ça ne peut pas être les Ukrainiens, puisque ça leur coupe, donc, du moins, ça leur rend difficile la traversée du Dniepr. En aval du barrage, mais en amont du barrage, donc au niveau de la retenue d'eau. Au contraire, ça fait baisser le niveau de la retenue d'eau, donc ça leur rend la traversée plus facile, plus courte. Puisqu'on sait ils ont essayé à plusieurs reprises de traverser avec des embarcations pour emmener des commandos pour essayer de prendre la centrale de Zaporizhia, la centrale ZNPP, hein, qui donc se trouve du côté russe, et donc tenue par les Russes, et donc les Ukrainiens veulent à toute force la reprendre depuis des mois et des mois, et ont essayé, en voyant, mais c'est chaque fois, soit les bateaux ont été coulés pendant la traversée donc de la retenue d'eau, et soit ils ont été, les commandos, s'ils ont réussi à prendre pied du côté est donc, de la retenue, ont été repoussés et vaincus par les Russes, donc ça a été des échecs. Là, ça facilite hein, l'attaque de la centrale. Tout en aussi mettant les Russes dans une position délicate, puisque la centrale, le refroidissement donc, de la centrale nucléaire était assuré justement par la retenue d'eau, et en faisant baisser son niveau, on complique, on ne la rend pas impossible. Hein. L'AIEA ainsi que les Russes hein, sont d'accord sur le sujet, il n'y a pas de danger immédiat par rapport au refroidissement de la centrale. Mais ça le rend plus compliqué, puisque le niveau d'eau a baissé et que cette eau est nécessaire pour le refroidissement de la centrale. Donc pourquoi les Russes auraient fait ça, encore une fois, pour se rendre le travail difficile au niveau de la centrale pour le refroidissement. Là aussi, ça ne va pas du tout dans le sens du fait des Russes. Ça, plus le fait que ça complique aussi l'approvisionnement en eau de la Crimée, puisque une partie de l'approvisionnement en eau de la Crimée était, donc, depuis que les Russes occupent donc, cette zone, était assurée par de l'eau venue du barrage. Alors la Crimée n'a pas non plus, peut se passer de cet approvisionnement en eau, puisqu'elle l'a fait pendant 8 ans, étant donné que les Ukrainiens ont coupé l'eau à la Crimée, à partir du moment où la Crimée a voté, le peuple a voté à 95% pour être intégré à la Russie en 2015. 2014 ou 2015, j'ai un doute. Voilà, à cette époque-là, donc il y a 8 ans, quand les Ukrainiens ont coupé donc l'approvisionnement en eau, bon, la Russie a fourni donc, de son côté l'eau pour la Crimée, en remplacement de l'eau qui était donc fournie du côté Ukraine qui avait coupé l'eau. C'est un geste très humanitaire, hein, couper l'approvisionnement en eau de toute une région parce qu'on lui reproche sa volonté séparatiste. Bon, c'est une tactique discutable, mais enfin c'était ce qui s'était passé. Donc bon, voilà. L'approvisionnement en eau de la Crimée n'est pas en danger, mais il rend plus compliqué. Donc encore une fois, si c'était les Russes qui avaient détruit donc, ce barrage, ils se rendent plus compliqué le refroidissement de la centrale qu'ils contrôlent, ils se rendent plus compliqué l'approvisionnement en eau de la Crimée, et au final, ils noient leur propre fortification et une partie de leurs troupes qui étaient donc sur la rive est du Dniepr pour défendre la zone qui permet d'accéder, cette zone qui permet d'accéder à la Crimée. Donc, franchement, plusieurs raisons qui montrent que ça ne tient pas debout, bien que tous les généraux de plateau de télé en France viennent sur LCU, sur France Info, etc., nous assurer que, bon, forcément, c'est les Russes, puisque c'est eux qui contrôlent le barrage, donc ça peut être que les Ukrainiens ne peuvent pas l'avoir détruit, puisqu'ils n'avaient pas le contrôle, les Russes avaient miné le barrage, etc. Mais les Russes n'avaient pas besoin de miner le barrage, enfin, même s'ils avaient miné le barrage, ils n'avaient pas besoin de le faire exploser. Bon, enfin, bref. Je ne vais pas me répéter, donc les amis, vous avez compris l'idée. Pour moi, la théorie que ce soit les Russes qui l'ont fait n'est pas plus crédible que celle de la destruction, qui disait que la destruction du Nord Stream avait été faite par les Russes, que l'attaque du Kremlin par des drones avait été ordonnée par le Kremlin lui-même. Voilà, bon, toute cette... voilà. Toutes ces histoires, comme quand les Russes abandonnent une zone,
Ils sont censés avoir massacré la population avant de partir, et laissant les cadavres au milieu des routes, voilà. Les cadavres en plus portant des brassards blancs, qui montrent que c'était des gens qui soutenaient la Russie, donc... bon, voilà, tout ça c'est toujours la même rhétorique, c'est toujours les mêmes accusations, mais elles tiennent pas, en général, elles tiennent pas debout, quoi. C'est tout simple. Donc voilà, bon bah j'ai à peu près fait le tour, j'ai peut-être oublié quelques détails, mais voilà. Alors sur le reste du front, on peut noter que bon, euh, Marinka donc qui est une ville de banlieue de Donetsk, qui était occupée donc depuis 8 ans par les forces ukrainiennes et qui l'avait fortifiée, qui en avait fait une sorte de forteresse, hein. Elle a été prise petit à petit depuis des mois et des mois par les Russes, un peu comme Bakhmut, et il n'en reste plus un peu comme Bakhmut qu'une partie, la partie la plus extrême ouest, qui est encore dans les mains de l'armée ukrainienne. À mon avis, les Russes prennent leur temps et font exactement la même chose qu'à Bakhmut. C'est une guerre d'attrition, donc ils laissent une partie de la ville aux Ukrainiens pour pouvoir. Alors on voit bien sur les images qui balancent des bombes incendiaires sur cette partie. Bon, les civils sont partis depuis longtemps, hein. Ce ne sont plus que des ruines. C'est une ville totalement en ruine. Euh, je veux dire, si les civils continuent à rester là, vraiment ils cherchent vraiment les problèmes. Donc bon, les civils sont partis, mais donc les Russes bombardent cette zone et pour essayer toujours pareil, pour pratiquer de l'attrition sur l'armée ukrainienne, exactement comme ils ont fait à Bakhmut. Donc ils ne se pressent pas, ils laissent une partie. Et là, ce serait donc les Tchétchènes donc, du bataillon, enfin du régiment Akhmat, qui seraient à la manœuvre. Sinon, on nous a dit que les Ukrainiens avaient conquis des zones autour de Bakhmut. Bon, j'ai pas pu vraiment voir de grosses différences. En fait, il se passe pas grand-chose. Ça paraît être encore de la propagande, hein. J'ai pas vu grand-chose. Alors tout le reste du front, jusqu'au nord, jusqu'à Kupiansk, pas grand-chose. Surtout depuis le barrage, depuis que le barrage a été détruit, on a l'impression que c'est le calme, hein. C'est le calme un peu sur tout le front. Il se passe pas grand-chose. Et y compris sur donc, le front russe à Belgorod, hein, on n'a plus grand-chose. Alors on sait que les incursions des troupes donc ukrainiennes, bon, ce seraient des Russes, hein, c'est des Russes d'ailleurs, c'est des opposants au régime de Vladimir Poutine, comme disent les médias. Bon, en fait, c'est des opposants très à l'extrême droite, hein, très 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 à droite, pour pas dire des NAZI, hein. On le sait, on a la preuve qui donc ont fait ces incursions à Belgorod. Bon, ils ont été en grande partie détruits, massacrés, et les Russes ont repris le contrôle très rapidement de la zone. Bon. Et d'ailleurs, on voyait une partie des Wagner, des troupes de Wagner sont venues là pour essayer de renforcer cette zone qui était un peu délaissée par les Russes, hein, qui n'imaginaient peut-être pas ce genre d'attaque un peu suicide. Donc voilà, bon, pareil, il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Voilà, alors bon, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. La vidéo serait déjà un peu longue. Donc mes amis, bon, je vous dis à bientôt. Je vous encourage donc, vu que YouTube m'aime pas trop en ce moment, alors abonnez-vous à la chaîne, hein, YouTube. Essayez de vous abonner parce que ça m'aidera, hein. Plus vous serez nombreux à vous abonner, mieux c'est pour moi. Ça permettra de rendre les vidéos plus visibles, etc. Bon, je vais essayer d'en faire maintenant plus souvent puisque j'ai à peu près retrouvé ma connexion. Normalement ça marche. Et donc abonnez-vous, et puis au cas où là, YouTube m'aimant pas trop, on voudrait se débarrasser de ma chaîne, ça peut toujours arriver, hein. Je sens que l'envie les démange, hein. Donc abonnez-vous sur donc, ma chaîne Odyssée.
ou la chaîne Rumble, sur ceux qui ont un VPN, hein, en France en tout cas. C'est nécessaire d'avoir un VPN pour aller sur Rumble, mais il y a une chaîne aussi Bertrand Rivière sur Rumble, une chaîne Bertrand Rivière sur Odyssée. Abonnez-vous sur ces chaînes-là, comme ça, si jamais YouTube décidait de me couper le sifflet, vous pouvez toujours continuer à me suivre sur ces plateformes. Et puis, n'oubliez pas le blog Le Noir de Brocéliande pour voir d'autres vidéos, voir des infos aussi, des articles. J'essaie d'en publier régulièrement, alors là pareil, hein, vu que j'ai pas de connexion, le blog était un peu en vacances forcées pendant quelques temps, mais là bon, ça repart. Et puis, le site Veille Stratégique, hein, toujours un très intéressant, permettant toujours d'avoir de nouvelles. Vous avez tous les liens en dessous, et puis suivez sur Twitter, suivez Jacques Frère, hein, Jacques Frère, excellent compte sur Twitter. Alors après, vous avez plein de chaînes Telegram. Moi, je suis pas sur Telegram. Hein, tout le monde me le demande. Hein, est-ce que j'ai une chaîne Telegram? Non, je suis pas sur Telegram. Ne me demandez pas pourquoi. C'est parce que bon, je vous le dis, hein, c'est parce que je suis un peu réfractaire encore au smartphone. Moi, je suis un peu un marginal à ce niveau-là. Donc les smartphones, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Donc pour l'instant, je suis Telegram sans smartphone, c'est pas très pratique. Alors moi, je me sers un peu pour mes sources d'infos de Telegram, mais j'ai pas de chaîne Telegram. En tout cas, suivez Jacques Frère sur Twitter, suivez le site Veille Stratégique, suivez le blog Noir de Brocéliande, et puis abonnez-vous. Et puis voilà, et puis un petit pouce si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, puis si vous n'avez pas aimé, bah n'en mettez pas. Et puis on se retrouve bientôt, les amis. Bonjour chez vous.